Le président français François Hollande a reçu le 5 juin dernier le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au Mali au cours d'une cérémonie riche en couleurs au siège de l'UNESCO à Paris en présence de nombreux chefs d'État africains dont le président de la République Idriss Déby Itno. Campagne agricole 2013-2014, le coup d'envoi officiel est donné ce vendredi à Laï dans la Tongilé, cérémonie officiée par le chef du gouvernement Joseph Dimdangare Tatnadi. Plusieurs membres du gouvernement y étaient également. Reportage dans ce journal. Et puis malgré la mise en garde des autorités tchadiennes par rapport à l'entrée illégale des produits pharmaceutiques au Tchad et des produits importés par des réseaux de contrebandiers non conformes circulent librement dans le pays, mettant ainsi en danger la santé de la population. Reportage dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a assisté le 5 juin dernier à la cérémonie de remise de prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décernée par l'UNESCO au chef de l'État français François Hollande. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'UNESCO à Paris en présence de plusieurs chefs d'État africains. Ibrahim Adam Mamat. Les chefs d'État du Tchad, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Gabon, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali, ainsi que quelques chefs de délégations africaines étaient le 5 juin dernier les invités d'honneur du chef de l'État français François Hollande, lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décerné par l'UNESCO. Avant de recevoir son prix au siège de l'institution onusienne à Paris, le président Hollande a reçu ses hôtes à l'Élysée pour une séance de travail qui s'est déroulée à huis clos. Une séance de travail pour préparer un sommet en décembre prochain à Paris sur la paix et la sécurité en Afrique. Après leur première retrouvaille à l'Élysée, les chefs d'État et de gouvernement africains et François Hollande arrivent au siège de l'UNESCO pour la remise des prix Félix Houphouët-Boigny sous une véritable ovation. Des diplomates accrédités à Paris, une bonne brochette de personnalités françaises et plusieurs membres des ONG internationales sont venus assister à cette cérémonie grandiose qui consacre le chef de l'État français comme l'homme de la paix de l'année par l'UNESCO. Le chef de l'État français, François Hollande, prend place entre le président de la République Idriss Déby Itno et la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. L'on signale volontiers la présence du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, et l'ancien chef d'État ivoirien, Henri Konan Bédié, protecteur du prix Houphouët-Boigny pour la paix. Plusieurs discours ont marqué cette cérémonie qui a un caractère particulier car il s'agit de célébrer la paix à travers ce prix remis au président Hollande qui a décidé, le premier à l'appel de Bamako, d'envoyer le 11 janvier dernier des troupes au Nord Mali investies par des illuminés djihadistes. Une prompte décision saluée par toute la communauté internationale et qui a permis de stabiliser le septentrion malien et le débarrasser des narcoterroristes avec surtout l'appui efficace et déterminant du Tchad qui a envoyé plus de 2000 hommes. En recevant le prix Félix Houphouët-Boigny de Mario Suarez, président du jury de cette édition, et de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, le chef de l'État français a salué l'engagement de tous les pays africains qui ont contribué à la stabilisation du Mali. Même si l'action de Paris et de la MISMA a permis au Mali de recouvrer son intégrité territoriale, la nébuleuse n'est pas totalement vaincue pour autant. Et le président français a surtout admis que la situation au Sahel reste encore fragile. Les terroristes se cachent dans toute la région et frappent aujourd'hui le Niger et peut-être demain se dirigeront-ils ailleurs en Afrique, s'est-il inquiété. Le président par intérim du Mali, Diokounda Traoré, a dit toute sa gratitude au président français et surtout a rendu un vibrant hommage aux soldats de la paix, notamment tchadiens, pour le lourd tribut payé afin de vaincre l'international de la terreur et de l'humiliation. Nous nous sentons tous décorés, les chefs d'État africains de l'Ouest et du Tchad, a affirmé Diokounda avant de dire que c'est une nouvelle page de solidarité humaine qui s'est écrite par ces prix. Le chef de l'État français a décidé de partager équitablement le prix qui est de 150 000 € à des associations, l'une malienne et l'autre française.
Lors de son séjour parisien, le chef de l'État a accordé une interview au journal Wall Street. C'est un tabloïd américain présent aux États-Unis, en Europe et dans une partie de l'Asie. Le président Idriss Déby Itno a fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale, notamment la question du terrorisme et ses conséquences dans le Sahel. Un extrait des propos du chef de l'État. Je ne suis pas du tout surpris de ce qui s'est passé au Mali, moins encore ce qui s'est passé au Niger et ce qui se passera dans les semaines, les mois et les années à venir dans l'ensemble de l'espace sahélo-sahélien. Vous vous rappelez ma mise en garde à l'éclatement de la guerre en Libye. C'était en 2011. J'avais mis en garde contre les conséquences qui engendreraient si la solution de la force, en fait, disons, était la seule initiative. Donc, connaissant ce pays voisin, la Libye, mes craintes se sont justifiées aujourd'hui par ce qui s'est passé au Mali, se sont justifiées par ce qui se passe aujourd'hui au Niger, et se justifieront par ce qui va se passer dans le reste des pays de la zone sahélienne. Il faut voir que la Libye est un des pays les plus armés de l'Afrique, je crois. Armes de toutes catégories. Et ces armes-là, aujourd'hui, ne sont pas sous le contrôle de l'autorité libyenne. Ces armes sont donc entre les mains de l'ensemble des milices qui se sont créées après donc la mort de Kadhafi. Les gens ne se voilent pas là aujourd'hui, qu'il s'agisse des anciens d'Al-Qaïda qui sont venus d'Afghanistan, ou ceux qui sont venus de l'Irak, ou ceux qui étaient dans l'Aqmi ou Mijaou, à l'intérieur de la Libye, ils ne se voilent pas la face. Ils sont là, avec leur brigade, et ils s'organisent. Ils s'organisent et porteront évidemment le coup dur, certes. Ils l'ont porté contre le Mali, contre le Niger. Mais il faut savoir que c'est le long de la Méditerranée, donc ce n'est pas loin de l'Europe non plus aussi. L'Europe ne sera pas épargnée aussi. L'Europe ne sera pas épargnée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aucun de nos pays n'est préparé pour faire face à ce genre de situation. Individuellement pris, nous sommes fragilisés et nous allons être encore davantage fragilisés. C'est ce qui va arriver. Moi, je crois, la situation qui va s'aggraver certainement en Libye ne pourra pas être réglée par le gouvernement libyen, moins encore par les pays voisins au sud du Sahara. Je crois qu'il sera certainement une obligation pour toute la communauté internationale d'intervenir si on veut avoir une Libye nouvelle et démocratique qui va
dans le sens, en fait, disons, des souhaits de la plus grande majorité des Libyens, il reste beaucoup de travail à faire. On a l'objectif, si c'était simplement de tuer de Kadhafi, ce n'est pas ça qui mettra, en fait, disons, la démocratie en place. Il n'y a pas eu de service après-vente. À suivre l'intégralité de cette interview accordée au journal Wall Street à partir de 21h30, juste après le journal en arabe local. Et puis sachez que le président de la République a regagné N'Djamena aujourd'hui même en provenance de Paris. Je le disais dans les titres, le chef du gouvernement Joseph Dimrangare Datnadi est depuis ce matin à Laï dans la Tangilé. Le mobile de ce déplacement et le lancement de la campagne agricole 2013-2014. Assira Nabatingar nous décrit tout de suite l'ambiance à l'arrivée du Premier ministre. Regardez. C'est à 8 heures que l'hélicoptère de l'armée de l'air tchadienne, ayant à son bord le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dimrangare Datnadi, s'est posé à l'aérodrome de Laï. Au bas de la passerelle se trouvait le maire de la ville de Laï, Youssouf Bele Alman, et le gouverneur de la Tangilé, Abderrahmane Salah, pour l'accueil. Deux fillettes vêtues de blanc sont venues offrir au Premier ministre un couple de pigeons blancs, symbole de la paix. S'ensuit le passage de la troupe en revue et la salutation des différents corps constitués sous le regard des nombreuses personnes ayant fait le déplacement de l'aérodrome. Joseph Dimrangare Datnadi ne doit pas entrer dans la ville sans avoir coupé le ruban et reçu des mains de Youssouf Bele Alman la clé de sa ville. Le déplacement du Premier ministre à Laï s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2013. Laï, comme toute la Tangilé d'ailleurs, est à vocation agricole. En témoignent les épis de mil et autres viatiques offerts au Premier ministre chef du gouvernement. C'est une véritable communion entre Datnadi et ses frères et sœurs de la Tangilé, déterminés à se mettre au travail pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Sur les banderoles, on peut lire des slogans favorables au gouvernement et à sa politique agricole. La Tangilé est l'avant-garde de la révolution agricole, peut-on lire. C'est après ces moments pleins d'émotions que le cortège du Premier ministre s'est ébranlé pour la résidence du gouverneur sous les ovations des motocyclistes et cavaliers. Et puis après son arrivée, le Premier ministre Joseph Dimrangare Datnadi a procédé au lancement de la campagne en présence de quelques membres du gouvernement et invités de marque. Adam Abdelkader est notre envoyé spécial son reportage. C'est devant une assistance constituée des membres du gouvernement, des élus locaux, des représentants des partenaires techniques et financiers et la population sortie massivement que l'on assiste au premier coup de labour symbolique au moyen d'un tracteur pour lancer la campagne agricole 2013-2014. L'acte posé par le Premier ministre Joseph Dimrangare Datnadi marque la fin de la saison sèche et le début de la saison des pluies, pour laquelle sont attendus plus de 3 millions de tonnes de production céréalière. Le choix de la Tangilé pour le lancement de la campagne agricole 2013-2014 n'est pas fortuit. Cela s'explique, selon le gouverneur de la dite région, Abderrahmane Salah, par la présence d'une importante plaine risicole et d'espaces aménagés. Au total, 20 000 hectares seront mis en valeur pour la campagne en cours. Dans un contexte de changement climatique, le gouverneur de la Tangilé a exprimé ses gratitudes au Programme national de sécurité alimentaire et à l'Office national de développement rural pour les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de travail des producteurs par la mise à leur disposition des périmètres aménagés, des tracteurs et autres intrants. Et pour inscrire cette démarche dans la durée en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'instance suprême en charge de l'agriculture et de l'irrigation a un plan d'action. Le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation s'est assigné donc la mission de traduire en action concrète sur la bienveillance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de consacrer les 3 premières années de son quinquennat au développement du monde rural et de faire du Tchad un pays émergent. Le Premier ministre s'est ensuite rendu au périmètre aménagé de Boumon. C'est ici que le président de la République, Idriss Déby Itno, a lancé 2 ans plus tôt la révolution agricole tchadienne pour l'autosuffisance alimentaire.
Dans son adresse de circonstance ce matin, le chef du gouvernement s'est apaisanti tout d'abord sur la mécanisation de l'agriculture tchadienne. Je vous propose de suivre ici un extrait de ses propos. La mécanisation de l'agriculture est donc la nouvelle porte qui nous fait entrer dans la modernisation de l'agriculture et de l'élevage pour un développement durable. La mécanisation de l'agriculture, c'est aussi la valorisation du travail de la terre et de la vie au village, autour de véritables opérateurs économiques ruraux qui assurent ainsi un nouveau leadership procréatif et pourvoyeur d'emplois pour les femmes et les jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral. La mécanisation de l'agriculture, c'est enfin la transformation et la valorisation des produits issus de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en vue d'assurer leur plus-value économique. En soi, c'est l'émergence d'une véritable agro-industrie qui transformera le visage de nos campagnes. Frères et sœurs du monde rural, l'avenir de ce pays est à vous avec la mécanisation de l'agriculture. Le gouvernement y veille en allouant une augmentation substantielle de 10% du budget de l'État au secteur rural à partir de 2012. En le faisant ainsi, nous respectons les engagements pris par les chefs d'État et de gouvernement africains à Maputo en 2003. Et comme vous le savez, nous venons de reprendre le dialogue avec nos partenaires de Bretton Woods, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Mais permettez que je vous révèle que là même, il a fallu ajuster les prévisions budgétaires au profit de la mise en œuvre de la mécanisation agricole dans le cadre du PNSA. Alors que généralement, la tendance dans ce genre de situation est à la réduction des dépenses. Le monde rural a non seulement conservé ses crédits initiaux, mais il y a été ajouté 18 milliards de francs CFA pour parfaire l'exécution du programme de mécanisation agricole. Joseph Djimrangar Dadnadia a également attiré l'attention des agriculteurs relativement à l'entretien des tracteurs mis à la disposition des organisations des producteurs ruraux. Le Premier ministre appelle à la prise de conscience générale des autorités sur l'importance du rapprochement avec le monde rural. Suivez. Je veux bien adresser des mises en garde à tous ceux que le gouvernement emploie dans la mise en œuvre de sa politique de mécanisation agricole. Les tracteurs sont des instruments fragiles et coûteux. Les tracteurs nécessitent ainsi donc un entretien rigoureux. Le gouvernement est en train de rechercher les voies et moyens pour un suivi régulier et efficace de ces machines. Mais en attendant, les autorités administratives doivent veiller à ce que ces machines soient équitablement répartis et labourent pour tous les cultivateurs nécessiteux. Ce sont des outils de travail offerts avec un coût réduit, dont une très grande partie est prise en charge par le gouvernement. Le reste de ce coût de l'ordre de 10 000 francs CFA constitue des fonds publics dont l'emploi doit obéir aux règles de la comptabilité publique. Nous n'atteindrons jamais notre but si ces machines-là doivent être utilisées comme des charrues à traction animale. Dans ce nouveau challenge, j'en appelle à la prise de conscience générale de tout le monde sur l'importance du rapprochement avec le monde rural
et sur la nécessité de la sortie des pratiques agricoles archaïques laissées aux seuls paysans. La responsabilité de tout le monde est engagée et j'invite les non-ruraux et tous ceux qui vivent du produit de la terre de mettre la main à la pâte. La mécanisation des travaux agricoles ne réussira pas avec les seuls cultivateurs travaillant de manière isolée avec la seule perspective de survivre. Pour accompagner de manière concrète ces orientations, il nous faut créer les conditions pour diversifier et intensifier les cultures, maîtriser tous les facteurs de production, introduire des technologies innovantes et promouvoir les filières agricoles porteuses. Toutes ces actions sont destinées à améliorer les conditions de vie des exploitants familiaux, particulièrement les femmes et les jeunes, ainsi que les exploitants à base communautaire ou associatif, dont les moyens d'existence relèvent essentiellement d'activités agricoles et rurales. Ces actions visent également à promouvoir les petites et moyennes entreprises agricoles, car le secteur agroalimentaire est peu développé et la transformation artisanale se fait avec une technologie rudimentaire. Le chef du gouvernement ce matin au lancement officiel de la campagne agricole 2013-2014 à l'Aïe, c'est dans la Tangilé, propos recueillis par Abdelmoua Abdelkader. Après la zone méridionale, le ministre de la Communication Hassan Sila Bakari se trouve depuis hier à Amtiman dans le Salamat où il a procédé ce matin même à l'inauguration de la station régionale ONRTV. Remadi Orion Odette. La station ONRTV d'Amtiman a un dispositif de réception satellite en bande C comprenant une parabole de réception et un émetteur. La liaison entre les deux permet de fournir les sons et l'image. En ce jour d'inauguration, la station est techniquement opérationnelle. La fréquence d'émission de 578 MHz de l'émetteur de télévision permet aux téléspectateurs d'Amtiman de recevoir les programmes de la télé-Tchad avec un simple téléviseur muni d'une antenne. En radio, la fréquence locale est de 98 MHz. Mais déjà, il est conseillé à la population d'acquérir des téléviseurs pouvant recevoir des programmes analogiques et numériques. Il existe d'ailleurs sur le marché des téléviseurs qui ont des modules intégrés de réception de cette norme. Ce démarrage de la station régionale réconforte les autorités locales. Cependant, elle demande à la population bénéficiaire d'utiliser à bon escient cet outil de communication. Le Salamat, autrefois, était une région coupée du reste du pays pendant une bonne période de l'année, notamment en matière de communication. Cela n'est désormais qu'un triste passé. Aujourd'hui, notre région est connectée à celle des autres grâce à cet important outil de communication. Depuis que la station l'ONRTV a offert son antenne test à nos jours, la population n'a cessé de se féliciter de la qualité d'écoute. Cet outil vient de mettre fin à la tracasserie perpétuelle en matière d'information. La population du Salamat sortit massivement a salué également cette initiative. Nous sommes très contents aujourd'hui dans la région du Salamat que Hassan Sila Bakari il a nous visité. Mais on va les remercier. Mais chaque jour on va écouter les RNT. La radio télé n'est pas encore inaugurée avant, mais aujourd'hui, avec le déplacement du ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, avec son équipe est venu inaugurer la radio. Donc on peut écouter la radio, soit la télé, tout ce qui se passe dans la région du Salamat. Nous, en tant que population de la ville d'Amtiman, nous sommes vraiment très contents de l'inauguration de l'ONRTV d'Amtiman. En inaugurant cette station régionale, le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, en bon bilingue, s'est prononcé en arabe dialectal. Dans son adresse, le chef du département de la Communication a relevé que le chef de l'État a décidé de désenclaver le paysage médiatique pour reprocher les gouvernants des gouvernés.
Hassan Sila Bakari a également souligné que la station régionale d'Amtiman permettra à toute la population de suivre de près toutes les actions du gouvernement. La suite de cette édition créée en 2008 de l'université de Moundou dans le Logone occidental est confrontée à quelques difficultés, notamment le problème des enseignants qualifiés et les structures d'accueil de formation, des difficultés que les plus hautes autorités s'emploient à résoudre d'ici l'année académique 2014-2015. Katnouba Théophile. Né sur le centre de l'Institut universitaire des techniques d'entreprise de Moundou, en abrégé UTM, par ordonnance numéro 13/PR du 5 mars 2008, l'université de Moundou, UDM, forme depuis 5 ans des jeunes ayant obtenu leur baccalauréat en série A4, C, D, G1, G2 et G3. Créée pour désengorger l'université de N'Djamena, cette institution académique formait au début des étudiants qu'en faculté de sciences et techniques d'entreprise, de droit et sciences sociales, puis de lettres, arts et sciences humaines. Depuis 2011, elle offre des formations initiales et continues dans les facultés de sciences exactes et appliquées, notamment dans les départements de physique et chimie et informatique télécommunications. Plus de 80% des enseignants sont au niveau master. L'urgence est d'assurer la formation des formateurs pour avoir une formation de qualité. Donc avoir un nombre suffisant d'enseignants qualifiés, performants et sur place. Face aux sollicitations des bacheliers dont le nombre ne cesse d'augmenter chaque année, des fonctionnaires qui souhaitent renouer avec les études supérieures, mais aussi et surtout les réalités socio-économiques du pays, le rectorat veut se doter d'autres structures d'accueil de formation. Dans la perspective d'en faire une université en bonne et due forme et moderne, ouverte sur le monde, nous entendons créer des facultés dont le pays a besoin, qui puissent former des cadres et des compétences locales appropriées aux besoins de développement du pays, notamment les facultés de médecine humaine, les facultés de médecine de santé animale, des facultés de pharmacie, entre autres. Une vision qui rejoint celle des plus hautes autorités, car le projet présentiel d'extension de cette institution académique est la matérialisation de la volonté du chef de l'État Idriss Déby Itno à faire de l'université de Moundou l'un des grands centres des études supérieures. Et puis, baccalauréat session de juin 2013, les épreuves écrites se sont achevées ce vendredi pour les candidats et les membres des jurys. L'heure est au bilan pour cette première phase d'examen. Nous retrouvons Katnouba Théophile. Après 4 jours de composition, les candidats au baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juin 2013, viennent de finir les épreuves écrites. Pour bon nombre de ceux-ci, les choses n'ont pas été aussi faciles. Vraiment, cette année, l'examen est tellement difficile pour nous. Les épreuves ne sont pas assez abordables, c'est compliqué et on ne sait vraiment pas si ça va aller par rapport aux résultats. Toutes les matières sont abordables, mais on ne nous traduit pas bien. Les matières de base, ce sont les choses qu'on n'a jamais vues. Du côté du jury, le bilan de cette première phase de l'examen est positif, car aucune fausse note n'a été constatée sur l'ensemble du territoire national. Les épreuves écrites se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire, parce qu'on était en contact avec tous les présidents des différents centres, y compris également les centres de N'Djamena, et tout était calme. Les épreuves se sont bien déroulées. Les échos qu'on a eus déjà à travers les coups de fil avec nos collègues qui sont sur le terrain sont impeccables. Maintenant, il y a beaucoup qui ont déjà pris la route. On les attend incessamment. Si les enseignants qui sont chargés de la surveillance de l'examen viennent définir leur part de travail, ceux qui sont chargés de la correction s'apprêtent à prendre le relais. Manger, penser, préserver, c'est sous ce thème que le Haut Commissariat des réfugiés a célébré à Maro, dans la Grande Sido, la journée internationale de l'environnement avec les réfugiés. Des précisions avec Anastasie Bissi. Le Haut Commissariat des réfugiés ACR, tout comme les autres institutions, a célébré la journée mondiale de l'environnement édition 2013. Cette journée est placée sous le thème « Manger, penser, préserver ». Elle a réuni les autorités administratives, traditionnels et les acteurs impliqués dans la protection de l'environnement. En célébrant cette journée,
Le HCR veut attirer l'attention du public sur l'importance de l'environnement afin d'adopter un comportement responsable. Le chef de bureau HCR de Maro a indiqué que la dégradation de l'environnement est un problème récurrent dans la société. Yannick Georges a souligné que son institution usera des moyens nécessaires pour protéger et préserver l'environnement. Le sous-préfet de Maro a salué cette initiative qui vise à sensibiliser la population. Masrangar Djiti a demandé à la population de soutenir le HCR dans cette lutte. À l'issue de cette rencontre, des plans ont été également mis en terre. Malgré la mise en garde des autorités tchadiennes par rapport à l'entrée illégale des produits pharmaceutiques au Tchad, des produits importés par des réseaux de contrebandiers non conformes circulent librement dans le pays, mettant ainsi en danger la santé de la population. Les auteurs sont tombés dans les mailles du filet de la douane mobile ce matin à Mandelia, c'est dans le canton Madiago et présenté à la presse. C'est une opération qui se déroule à 50 km de Djamena. Des individus mal intentionnés ont estimé pouvoir défier la douane en transportant des produits pharmaceutiques à bord des pirogues motorisées pour éviter les agents de cette institution de contrôle à Mandalia. Chargé plus tard dans les véhicules de transport à destination de leur marché, le convoi est tombé dans les mailles de la douane. Les gens sont plus malins que nous. Ils sont volés avec les pirogues pour emmener vers au sud du pays, vers Mundou, etc. Donc nous avons des informations. On a envoyé notre élément à nous-mêmes. Donc nous avons trouvé saisi. C'est le lieu. Ils sont chargés d'entrer sur ce qu'on a trouvé. Nous avons amené ici. Les plus coupables seront traduits devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actions. Nous parlons politique avec la restructuration des organes de base du parti Al-Nassour. Le vice-président de cette formation politique a officiellement installé hier le nouveau bureau du 8e arrondissement de la capitale, Mamad Moussa Abamchib. Le bureau de 17 membres mis en place a pour président Hassan Issa Essaka. L'installation de cette cellule s'inscrit en droite ligne des textes de base. Les nouveaux responsables du bureau Al-Nasr du 8e arrondissement ont désormais la charge de porter haut le flambeau de leur formation politique. Le président et ses camarades doivent à tout prix relever le défi d'Al-Nasr dans le 8e arrondissement et même au-delà. Le président de cet organe de base d'Al-Nasr du dit arrondissement s'est dit déterminé à mener sa mission à bon port. Hassan Issa Essaka invite les militants de son parti de cette circonscription administrative de la capitale à s'impliquer pour permettre à Al-Nasr d'atteindre ses objectifs visant le développement socio-économique du pays. Installant officiellement le nouveau bureau, le vice-président du parti Al-Nasr, Dr Mohamed Adam Sakin, a félicité et exhorté les membres à faire du travail leur souci quotidien tout en se conformant au texte. Le parti Al-Nasr, faut-il le rappeler, prône la démocratie, le travail collectif et le développement. Après le 8e arrondissement, la restructuration des cellules de base se poursuivra dans les autres communes. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez la suivre en différé sur www.onrtv.org. On se retrouve demain, Inch'Allah. Bonsoir.